Mesdames, Messieurs, l'on a déjà évoqué avec vous la place des parlements dans les régimes politiques francophones comparés. Je voudrais maintenant que nous examinions d'un peu plus près les fonctions exercées précisément par les institutions parlementaires dans l'espace francophone. Et plus précisément, à commencer par la fonction de représentation. La représentation peut revêtir plusieurs significations, et notamment celle de l'intermédiation, le rapport entre le représenté et son représentant. Ce n'est pas tout à fait ce sens qui sera retenu ici. Il devrait donner lieu à une capsule particulière sous l'autorité du conseiller Philippe Péjot. En revanche, au sens strict, cette représentation est essentiellement politique. À ce titre, elle constitue assurément l'une des questions les plus importantes pour l'analyse et la compréhension des régimes politiques partout dans le monde. Elle caractérise en effet l'exercice du pouvoir lui-même et on pourrait dire d'une certaine manière que la fonction de représentation est à l'origine même de l'institution parlementaire. Depuis du moins qu'historiquement et à partir du XIIIe siècle, elle fut érigée au Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande avec la formation du Parlement modèle. C'est en effet le régime parlementaire qui donne à la fonction de représentation toute son expression, et notamment son expression, comme nous le verrons, démocratique. Et c'est dans l'enceinte du Parlement que la représentation va acquérir sa pleine signification en mettant en nu la relation privilégiée qui est établie entre le représenté, qui ne peut participer directement par lui-même à la vie politique et qui est donc remplacé par son représentant. Du même coup, une telle relation peut être abordée, pour être bien comprise, à travers, d'une part, ses caractéristiques générales, ce sera le premier point, grand A. Ensuite, à travers ses modalités d'exercice, ce sera le deuxième point, grand B. Tout d'abord, grand A, caractéristiques essentielles. Elles sont au nombre de 5, pour les résumer brièvement. La première se ramène à la relation étroite qui unit représentation et régime démocratique. Ce lien est établi par le procédé de l'élection qui permet précisément à une fraction de la communauté des citoyens d'élire en leur nom un représentant ou un groupe de représentants pour assurer leur délégation auprès du Parlement. L'élection apparaît donc comme le mode privilégié par lequel la représentation est assurée. Certes, la représentation n'a pas toujours été historiquement élective, et les exemples dans l'histoire constitutionnelle de la Grande-Bretagne, mais aussi de la France, dans le cadre de la Constitution de 1791, montrent clairement que le souverain pouvait être le représentant du corps social à côté du corps législatif. Une seconde caractéristique de la représentation est la relation qu'il faut établir avec les systèmes électoraux. Les modes de scrutin permettent précisément la représentation d'être une représentation élective et donc d'apparaître véritablement comme une représentation démocratique. Certes, là encore, l'élection ne va pas de soi, mais c'est elle qui donne sa pleine signification au point que la représentation peut être considérée comme une représentation démocratique et la démocratie elle-même est désormais considérée comme une démocratie représentative devant la difficulté d'assurer une participation directe des citoyens à la vie politique. Les systèmes électoraux vont agir en ce sens dans le cadre de la représentation élective à travers plusieurs modes de scrutin. Deux sont plus particuliers dans l'espace francophone. C'est d'abord et en priorité le scrutin majoritaire qui permet d'avoir des représentants ou des groupes de représentants qui vont former une majorité conséquente à l'appui de l'action gouvernementale. Cette dimension est très importante, elle le fut en France et elle l'est
dans la plupart des régimes africains et même des régimes francophones aujourd'hui. Alors certes, l'une des difficultés, l'une des insuffisances, devrait-on dire, tient à la faiblesse du taux de participation à l'élection qui, d'une certaine manière, vient porter atteinte à la légitimité de l'élection des représentants. C'est d'ailleurs pourquoi, deuxième mot de scrutin, la tentation a été grande de recourir au scrutin proportionnel ou tout au moins d'introduire une dose de proportionnalité dans le scrutin majoritaire. Dans les deux cas, le but recherché est d'apporter une représentation de toutes les opinions et notamment des opinions minoritaires, mais aussi, évidemment, avec le risque d'une certaine confusion, d'un certain désordre et de la recherche nécessairement des majorités de coalition qui peuvent être à l'origine de crises parlementaires et donc de crises politiques parfois graves. Ces caractéristiques ne peuvent elles-mêmes être comprises, évidemment, que si l'on comprend que la représentation est nationale. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que bien que le représentant soit élu par une fraction de la communauté des citoyens, il n'est pas l'élu du représenté. Celui-ci n'a pas sur lui un mandat impératif. L'élection n'est pas un droit, elle n'est pas un droit, elle est une fonction que l'électeur exerce pour assurer la désignation des représentants. C'est donc dire que le mandat est national et quelles que soient les conditions de son élection, l'élu veut pour la nation. C'est la raison pour laquelle la plupart des constitutions francophones affirment tout ensemble que la souveraineté appartient au peuple ou à la nation qu'il exerce par la voie de ses représentations. À cette nouvelle donnée, il faut ajouter le fait que la représentation est également territoriale. Alors, il s'agit de l'envisager ici sous la forme d'un mode de scrutin qui pourrait être soit local, soit national. Au sens local, le mode de scrutin privilégié est le scrutin départemental, mais il peut être un scrutin régional dans certaines élections, et notamment pour des élections régionales qui commencent de plus en plus à apparaître ici ou là. Dans le cadre de cette élection, sont assurées les représentations sur le terrain, sur le territoire national. Or, par le jeu des migrations, de nombreux nationaux habitent de plus en plus à l'étranger. Il apparaît nécessaire d'assurer leur représentation au-delà de l'idée même de les amener à voter pour les représentants nationaux sur le territoire. D'où la désignation de plus en plus de nationaux établis à l'étranger. Et c'est ainsi que, de façon tout à fait innovante, une loi récente du Sénégal vient d'adopter un nombre de représentants de Sénégalais établis en France, un nombre de représentants, 15 exactement, pour assurer la représentation des Sénégalais établis en France. Enfin, la représentation est une représentation périodique. Cela signifie qu'on pouvait croire, comme dans l'agora grecque ou comme dans le forum romain, que, évidemment, la représentation est permanente. Il n'en est rien, à cause tout simplement des nécessités du retour au terrain et de la connaissance de sa circonscription, de la nécessité de parler avec ses électeurs. Ils font que, finalement, la représentation se fait par session. On parle de session parlementaire et les constitutions francophones organisent cela soit en 2, soit en 3 sessions. Il peut y avoir des sessions ordinaires, 2 ou 3, comme dans la constitution congolaise de 2015, mais aussi des sessions extraordinaires pour porter sur un agenda particulier ou pour finaliser, parachever le travail d'une session ordinaire. Grand B, les modes d'exercice de la représentation. Ici encore, 3 aspects, si l'on veut aller vite, doivent être relevés. Le premier est extrêmement important car il situe la représentation à un niveau très élevé, qui est le niveau constitutionnel. En effet, ici, le législateur va se faire constituant, soit pour établir la Constitution, soit pour, plus simplement et plus communément, la réviser. Mais dans les 2 cas de figure, c'est par la voie du Parlement que cette fonction de représentation va être assurée et
évidemment sous le contrôle d'une autorité elle-même supérieure qu'est le juge constitutionnel. Et la procédure spéciale en cours ici doit aboutir à une loi constitutionnelle qui est adoptée selon des modalités diverses par la réunion des deux chambres réunies en congrès. Dans certains cas, mais qu'on n'observe pas encore dans les régimes francophones, notamment en Turquie, cela n'empêche pas que l'on recourt à un autre mode d'adoption de révision des constitutions qui est le mode référendaire. La seconde modalité d'exercice est, comme nous le verrons d'ailleurs dans les capsules qui vont suivre, la production législative. On pourrait dire ici que l'une des raisons d'être de la représentation est précisément la fonction de fabriquer la loi, au point que certaines constitutions ont pu dire, soit pour l'ensemble du Parlement, soit pour certaines de ses assemblées, la Constitution française de 1946, soit pour évidemment les parlements eux-mêmes, la récente Constitution congolaise de 2015, que le Parlement fait seul la loi ou l'Assemblée nationale fait seule la loi. C'était longtemps une modalité particulière et fondamentale de la représentation nationale que de faire la loi, même si, comme nous le verrons, cette fonction a été profondément modifiée. Évidemment, dans cette situation, il y a un certain nombre de risques qui ne manqueraient que cette fonction de production législative emporte, mais nous les verrons en temps utile. Enfin, troisième fonction, le contrôle de l'activité gouvernementale, qui est également, nous le verrons là aussi par une capsule spécifique, une fonction parlementaire particulière, mais qui est une modalité ici d'exercice de la représentation, de la fonction représentative, en ce sens que, avec l'émergence justement de la fonction parlementaire dans l'institution parlementaire dès le IIIe siècle, comme on l'a rappelé, eh bien, il est apparu que le Parlement avait pour but d'empêcher l'arbitraire du pouvoir royal et donc de contrôler aujourd'hui, dans le langage moderne, l'activité du gouvernement. Et cette fonction de contrôle s'exerce aussi à travers multiples modalités que nous examinerons en détail, mais qui présentent, il faut le dire tout de suite, deux risques. Premier risque, risque de confusion des pouvoirs, soit dans le cadre de la séparation des pouvoirs avec le pouvoir exécutif, avec la pratique notamment des missions, des parlementaires en mission auprès du gouvernement, soit évidemment de confusion avec le pouvoir judiciaire dans le cadre de tribunaux politiques, de la justice politique, les tribunaux politiques que l'on appelle hautes cours de justice, comme dans les constitutions africaines, ou cours de justice de la République, comme plus récemment en France. Eh bien, dans ces tribunaux politiques siègent des parlementaires qui ont tendance à énoncer une justice politique qui pourtant est en recul par rapport à la justice de droit commun. Enfin, second risque, risque de perversion de la fonction de représentation, en ce sens que l'exercice de cette fonction va faire émerger une professionnalisation de cette représentation, une émergence de catégories d'élus professionnels qui occupent d'ailleurs plusieurs mandats dans le cadre de ce qu'on a appelé le cumul des mandats, là où la diversité commande qu'il y ait d'autres figures représentatives. Et cela est d'autant plus grave que, évidemment, ils ont à leur appui une sorte de technostructure constituée à la fois par les experts parlementaires, fonctionnaires parlementaires et les experts gouvernementaux. Il en résulte une sorte de fracture entre le peuple et ses élus qui ne fait pas du bien à la représentation parlementaire ni à la démocratie parlementaire elle-même. Ainsi se présente donc en quelques traits la fonction représentative au sein de l'institution parlementaire. Et elle doit aboutir à une représentation équilibrée et intelligente des pouvoirs et à permettre que, dans des systèmes où les représentés ne peuvent plus participer directement au pouvoir, ils peuvent néanmoins agir, comme disait Rousseau, sur les affaires de la nation à travers leurs représentants. Il faut espérer que cela puisse rester toujours le cas.